Bonjour tout le monde, il est midi pétante. Salut Clémence, comment ça va? Hello Simon, ça va et toi? Eh ben écoute, ça va super. Je suis très enthousiaste à ce webinaire aujourd'hui parce que on va pas être loin de notre record d'affluence depuis le temps qu'on fait des webinaires. Donc ça va être un bon moment. Allons-y. Je te laisse te présenter pour commencer, Clémence. Yes, alors moi je me présente, donc je suis Clémence, CMO de Make the Grade. Du coup, je suis passionnée de marketing depuis très longtemps et donc c'est pour ça que c'est mon métier. Et mon rôle au sein de Make the Grade, c'est de faire rayonner l'agence, c'est-à-dire de la rendre visible pour un premier point, puis de la rendre connue, donc on parle ici de notoriété. Et enfin, évidemment, la finalité, c'est de générer des leads qualifiés. Du coup, mon quotidien, c'est quoi? C'est du branding, du growth marketing, de l'automatisation marketing. Donc, vous l'aurez compris, en gros, le lead scoring, c'est un peu mon quotidien. Et à côté de ça, mon rôle aussi, c'est de faire grossir nos partenariats, notamment celui avec HubSpot. Donc, le but, c'est de rayonner auprès de leur communauté et de faire évoluer notre partenariat avec eux. Voilà. Voilà. Merci beaucoup Clémence. Et de mon côté, donc je suis Simon Lagadec, tout simplement chez Make the Grade, je suis le binôme de Clémence, plutôt sur la partie développement des revenus, structuration interne. Je m'occupe également de la représentation de l'entreprise au quotidien, sur des podcasts, sur des salons, etc. Et je suis moi aussi féru de marketing, féru de la technologie HubSpot. Donc voilà, aujourd'hui avec Clémence, on va allier le meilleur de ces deux mondes-là pour vous éduquer sur le sujet. Un petit mot avant de rentrer dans le vif du sujet sur Make the Grade. On se définit comme un cabinet de conseil expert en stratégie digitale. Donc, notre mission, c'est d'accompagner les entreprises dans leur développement en faisant de l'acquisition de nouveaux clients, mais aussi la fidélisation des clients existants grâce au digital à travers trois grands domaines d'expertise, du web design, c'est-à-dire qu'on réfléchit et on conçoit des sites internet de conversion pour qu'ils soient le premier apporteur d'affaires des entreprises, du marketing, donc on va attirer sur ces supports de conversion des audiences cibles, les femmes et les hommes avec qui on veut et on peut travailler, on va les transformer en contact, les éduquer et les rendre acheteurs. Et notre dernier métier est un métier de développement des revenus à travers l'intégration des CRM, à travers la gestion des données, la structuration des process pour aligner les actions marketing avec les actions des forces de vente terrain. Et c'est pour déployer ces trois domaines d'expertise qu'on est partenaire du CRM HubSpot aujourd'hui. Donc voilà pour inclure un petit peu le sujet, le programme qui nous attend. On est ensemble pendant 3 quarts d'heure. Ça va être assez dense, assez technique. Il va y avoir de l'acronyme, il va y avoir aussi des termes anglais. Donc on va faire attention à bien franciser pour que ce soit vulgarisé pour tout le monde. Vous aurez également accès au replay après, donc vous pourrez revenir sur tous les termes techniques. N'hésitez pas à prendre des notes à côté, ça va vraiment vous être utile. Pour le reste, on va commencer par la petite couche théorique pour remettre les bases en ligne de compte en définissant ce qu'est un lead scoring. Ensuite, on va préciser le processus généraliste que vous pouvez adopter pour le structurer, votre lead scoring, à votre entreprise directement. Et on terminera par les astuces afin de donner vie à votre lead scoring grâce à la technologie HubSpot. Voilà. Et à la fin, il y aura un cadeau. On va vraiment vous délivrer sur étagère l'ensemble de votre process de lead scoring, donc qui arrivera dans l'email de suivi avec le replay. Et voilà. Donc là, c'est vraiment toute la valeur ajoutée. On a été très généreux avec Clémence sur ça. On a hâte de vous partager tout ça. À tout moment, si vous avez des questions, mettez-les dans le chat. Nous avons Paul qui est Growth Marketer chez Make the Grade qui est à la modération et que nous ferons monter sur scène à la fin. Il posera vos questions et on prendra vraiment le temps de s'y attarder. Et si vous êtes curieux, quitte à déborder, ce sera vraiment sans aucun problème pour nous. Clémence, est-ce que ça te va? Ça me va très bien, on peut y aller. Eh bien, parfait. Alors, on va commencer par définir ce qu'est un lead scoring et puis je vais te laisser ouvrir le bal. Yes, alors un lead scoring, c'est quoi et surtout à quoi ça sert? Donc un lead scoring, c'est essentiel pour une bonne stratégie marketing d'acquisition. C'est un système de notation des prospects. Donc vous allez donner une note à chaque prospect de votre CRM et ces notes vont déterminer si la personne est enclin à acheter ou non vos produits ou services.
Donc en fait, plus la valeur de ce score sera élevée, plus ça veut dire que votre prospect est intéressé par vos produits ou services, ou potentiellement intéressé du moins. Et donc c'est le moment où il faudra le passer à votre équipe commerciale pour qu'elle aille démarcher cette personne et la travailler afin de la convertir en client. Donc ces notes, ces scores vont être basés sur des critères informationnels, on verra un peu juste après ce que c'est, et des scores comportementaux, donc le comportement des utilisateurs. Du coup, je te propose de passer à la slide suivante, voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que les critères informationnels? Ça va être notamment pas mal de sociodémographiques. Donc, par exemple, quel est basé sur le persona du contact. Donc, si vous êtes sur une cible dont le persona principal, c'est les CEO, eh bien, vous allez avoir un score qui va être attribué sur les CEO. On verra ça beaucoup plus en détail après. On a ensuite évidemment la fonction, donc le persona et la fonction d'ailleurs qui peut être différente selon, vous pouvez avoir un persona qui n'est pas forcément basé sur la fonction, ce que j'ai justement donné comme exemple juste avant. La taille d'entreprise, donc selon si vous êtes sur des startups par exemple ou plutôt sur des grands groupes. La localisation, si c'est un point important pour vous, pour pas mal d'entreprises, la localisation est importante. Et voilà, donc il y a beaucoup de critères qui vont être informationnels sur l'entreprise et qui vont vous permettre de qualifier ou non des personnes. Ensuite, il y a les critères comportementaux. Donc la partie comportementaux, c'est vraiment le comportement que va avoir votre utilisateur sur votre site, par exemple. Donc ça va être, est-ce qu'il a regardé telle ou telle page? Est-ce qu'il a été enrôlé du coup dans tel ou tel workflow parce qu'il a eu un comportement sur votre site, par exemple? Ça peut être aussi les emails. Est-ce qu'il ouvre vos emails? Est-ce qu'il clique dans vos emails? Et ça peut être des téléchargements de ressources, etc. Ça peut être vraiment tout un tas de critères qu'on vous montrera juste après. Et ne surtout pas oublier la temporalité, c'est hyper important dans le lead scoring et c'est la partie qui est la plus oubliée. En réalité, une personne, elle peut être très intéressée à un moment T et plus du tout à un autre moment. On le sait, ça fluctue, ça varie. Donc, ce qui est important, c'est de mettre des temps. Donc, si la personne, elle fait beaucoup d'actions sur un temps donné, eh ben, il va falloir que le score grossisse très vite pour montrer qu'à ce moment-là, la personne a l'air de s'intéresser particulièrement à votre produit ou service. Mais, à l'inverse, par exemple, si la personne n'a fait aucune action avec vous, donc que ce soit par mail, sur le mail, donc, des critères comportementaux, s'il n'y en a eu aucun sur une période assez longue, par exemple de 90 jours, dans ce cas-là, la personne potentiellement a perdu l'intérêt, donc il ne faut pas forcément l'activer à ce moment-là. Vous savez, en marketing, on parle souvent du bon moment, de la bonne façon de communiquer et au bon moment. Et là, donc, on parle bien du bon moment, c'est bien fixer la temporalité. Bien résumé, Clémence. Donc, on est bien évidemment juste sur de l'explicatif ici, donc liste non exhaustive. Et dans le process qu'on va vous délivrer en cadeau à la fin, vous aurez un peu plus de concret, une base depuis laquelle partir et compléter par rapport à vos spécificités marché. Donc, on parle de persona, on n'a pas tous les mêmes personas. On parle de taille d'entreprise cible, et ben en fonction du small business, du marché corporate, il y a un monde aussi. Donc voilà, ce sera bien évidemment à vous de raccorder les bons critères. Et puis bien résumé aussi sur l'aspect temporalité, c'est souvent le piège que l'on croise. On oublie de mettre les bonnes temporalités face aux critères comportementaux notamment. Et c'est ce qui fait qu'on peut très facilement tomber sur des lead scoring qui sont sous testostérone. Et puis quand on envoie les leads aux commerciaux, ils sont pas en fait chauds du tout parce que ça n'a pas été bien paramétré, quoi. Donc merci pour cette entrée en matière, Clémence. Donc on a les critères informationnels, comportementaux, les temporalités, mais on va avoir aussi soit des attributs qui vont être positifs, soit des attributs qui vont être négatifs. Donc c'est dans le nom de lead scoring après tout. Donc ça va être un enjeu de bon dosage de l'information. On prend un exemple sur les personas. L'intérêt, c'est de pouvoir donner une valeur en point plus importante en fonction de si vous êtes proche au niveau de votre contact du cercle d'influence et du cercle de pouvoir sur la prise de décision. C'est-à-dire que le signateur final, on va lui attribuer un score plus important que si c'est quelqu'un qui est à l'opérationnel dans la structure de l'entreprise, quoi. Après tout le monde peut télécharger nos ressources, interagir avec nos contenus. Donc, on aura tendance à donner un score plus important à un directeur ou une directrice générale que à, par exemple, un chargé de marketing dans une entreprise si cela fait partie de vos cibles.
Et à l'inverse, on va aussi, au fur et à mesure de nos campagnes marketing, attirer des personnes qui n'ont pas d'intérêt business pour nous. Je peux prendre l'exemple traditionnel des étudiants qui viennent faire la veille sur vos contenus. Ils vont être amenés à télécharger vos contenus, accéder à vos replays de webinaires comme celui-ci par exemple. Mais pour autant, on va pas les envoyer aux commerciaux parce qu'il n'y a pas de touche réelle d'opportunité d'affaires. Donc à ce moment-là, le lead scoring va permettre aussi de nettoyer au fur et à mesure les flux d'audience qui interagissent avec vos contenus. Donc un étudiant, par exemple, on va lui attribuer un score de -100 pour qu'il se retrouve pas enrôlé dans une liste de vos commerciaux. Donc ça, c'est assez important. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'un lead scoring, c'est un peu comme un site internet, c'est un peu comme votre CRM, il doit vivre dans la durée. C'est pas un sujet qu'il faut cocher un matin, en faire un projet qu'on va temporaliser sur 3 mois et puis après on n'y touche plus. Non, non, il faut vraiment qu'il puisse se développer dans la durée en fonction des contenus, des campagnes marketing que vous allez étoffer, en fonction des évolutions de l'entreprise, des recrutements que vous allez faire, etc., des marchés que vous allez lancer, des produits que vous allez déployer aussi. Donc, il faut en faire un sujet récurrent et il va falloir le ritualiser. Et quand on dit ritualiser, on va vous expliquer ça, le ritualiser entre l'équipe marketing et l'équipe commerciale. Donc, justement, Clémence va vous présenter une ossature type de cycle de vie client qu'on raccorde à un lead scoring. Et c'est vraiment la base. Donc, soyez attentifs. Vous allez voir, c'est très intéressant. Ça va sans doute vous donner des idées aussi de structuration et d'organisation pour vos entreprises. Alors, juste avant, pour bien définir votre process de scoring, il va falloir que vous définissiez justement les différentes phases de votre cycle de vie client. On a tous en tête le traditionnel lead qualifié pour le marketing, les MQL, et lead qualifié pour les commerciaux, les SQL, etc., etc. Mais il va falloir aller plus loin. Il faut vraiment cartographier d'entrée de jeu. Donc, on va vous présenter juste après une structure type par rapport à ça. Il faudra bien évidemment, comme je vous l'ai dit, pas tomber dans le piège de mettre que des critères positifs à vos lead scoring. Ça, c'est le second piège. Le premier, c'est ce que disait Clémence. On prend pas trop en compte les notions de temporalité. Il y en a un deuxième que l'on voit assez constamment sur nos clients, c'est on va sous-dimensionner les aspects négatifs. Et c'est là aussi où on va encore avoir des contacts qui vont gagner beaucoup de points assez facilement finalement, et ça va pas refléter la maturité réelle qu'ils vont avoir face à vos produits et services et la maturité d'achat. Je l'ai déjà dit pour ça. Le rituel entre les marketing et les ventes, on va vous expliquer aussi. Et surtout, un lead scoring, c'est une méthodologie, mais qui doit être directement rattachée à votre CRM. On est vraiment sur un sujet entre le marketing et le CRM management. Le but du jeu, c'est d'identifier des opportunités d'affaires sur des contacts qui sont dans notre base de données. Donc, si votre lead scoring est détaché de votre plateforme d'expérience client, vous allez avoir des trous dans la raquette. Donc, bien évidemment, vous avez compris que nous, on est fan de HubSpot, donc on se basera sur cet exemple-là pour vous montrer la méthodologie qu'on va vous présenter juste maintenant, comment elle se traduit opérationnellement dans la machine. Donc justement, Clémence, je te laisse partager ton écran. On va aller directement sur FigJam. Alors FigJam, si vous ne connaissez pas, c'est un outil de Figma qui permet de faire des process, des logigrammes, etc. Donc, on s'est basé sur celui-ci pour vous présenter le process de cycle de vie classique que nous recommandons. Tout à fait. Du coup, déjà, je vais commencer par vous montrer le cycle de vie qu'on constate très régulièrement chez nos clients et qui est le cas chez beaucoup d'entreprises, et justement pourquoi ça ne marche pas et pourquoi ce qu'on va vous montrer après est beaucoup plus efficace. Donc ça, c'est en gros assez basiquement ce qu'on retrouve dans la plupart des entreprises. Donc, on a d'un côté les contacts, donc je zoome pour être sûr que vous voyez bien, les contacts qui viennent de source sales, les contacts qui viennent de demande gen, donc la personne a rempli un formulaire de contact disant qu'elle est clairement intéressée par vos produits ou services. Et on a ce qu'on appelle donc la partie lead gen, vraiment c'est quelqu'un qui va s'inscrire à un webinaire, télécharger un lead magnet, vous laissez les coordonnées, s'abonner par exemple à votre newsletter, laisser ses coordonnées d'une manière ou d'une autre, mais qui n'est pas très engageant, c'est-à-dire qu'il n'a pas demandé à être recontacté parce qu'il a un projet.
Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand c'est de la source, c'est de la sales source, donc de source qui vient des sales, donc prospection, networking, reco client, ou des gens qui ont rempli des formulaires de contact, dans ce cas-là, pas de souci, tout se passe bien, le contact est créé, il est passé en MQL si ça passe par le marketing, pas si ça passe par les sales, puis la transaction est créée, il passe SQL, donc MQL Marketing Qualified Lead, lead qualifié pour le marketing, SQL Sales Qualified Lead, donc les leads qualifiés par les sales, puis transaction gagnée ou perdue. D'ailleurs, il y a une erreur, transaction perdue ici normalement. Et ensuite, devient client si gagné. Et qu'est-ce qui se passe quand on a une personne qui arrive parce qu'elle a laissé ses coordonnées pour un webinaire ou autre lead magnet? Le contact est créé, il devient lead, et ensuite, il ne se passe rien, parce qu'il n'y a justement pas ce pont de lead scoring qui va permettre de soit le faire passer en MQL, soit le faire passer en SQL. Voilà. En fait, on reste bloqué ici, on a plein de contacts sur notre base, et puis ensuite, on ne les traite pas, et parfois, à la main, un marketeur va dire « Oh, attends, il y a telle personne qui s'est inscrite au webinaire, il pourrait être, je pense, hyper intéressant pour nous, peut-être que vous devriez le contacter, vous, sales ». Mais bon, c'est du coup pas du tout industrialisé, ça se fait très à la main et on perd beaucoup d'opportunités du coup business à cause de ça. Ouais, ou pire, Donc, pour te compléter, Clémence, là-dessus, on voit beaucoup aussi, suite à le téléchargement d'un livre blanc, on va rester sur un exemple classique, on va s'en servir comme unique et simple critère pour contacter commercialement déjà la personne, quoi. Qui est juste en train de faire sa veille, qui est en phase d'éducation sur sa problématique, elle n'est pas encore acheteuse, et donc on fait, on tue dans l'œuf finalement l'opportunité d'affaires qu'on aurait pu construire et développer avec le bon nurturing qui va avec. On est arrivé trop tôt, tout simplement. Donc ça, c'est ce que l'on voit beaucoup. Et là, tu vas pouvoir compléter effectivement avec ce que nous, on recommande. Tout à fait, oui. Il y a effectivement les entreprises qui, à l'inverse, du coup, vont traiter tous les leads, peu importe, et vont avoir un truc hyper générique, et du coup, ça ne marchera pas parce que la personne, effectivement, justement, c'est pas le bon moment, ou elle n'est pas assez mature, elle n'a pas connaissance suffisamment de vos produits et services. Donc, effectivement, c'est aussi le danger de traiter tous les leads ou aucun des leads. C'est vraiment, dans les deux cas, ce n'est pas la bonne solution. Donc, nous, ce qu'on recommande, donc là, ici, on arrive sur la prospection, donc la partie sales et la demande gen. Sur le coup, là, pas trop de surprise, ça reste à peu près pareil. Donc le contact est créé, il passe lead, et ensuite il passe dans le tunnel de vente. Mais pour la lead generation, donc tout ce qui est création de contact parce que téléchargement de webinaire, de lead magnet, etc., le contact est créé, il passe lead, et là, c'est là que rentre en jeu le nurturing et le lead scoring. Donc le nurturing, c'est le fait de nurturer les leads. La plupart du temps, ce qu'on va parler de là où quand on parle de nurturing, ça va être une succession d'emails où on va envoyer des contenus pertinents à la personne. Le mieux, c'est de personnaliser donc en fonction de comment la personne est venue. Est-ce qu'elle est venue d'un webinaire qui parlait de marketing? Est-ce qu'elle est venue d'un webinaire qui parlait plutôt de CRM, pour nous, par exemple? Et donc, on ne va pas envoyer les mêmes contenus en fonction du point de contact de la personne, donc par où elle est arrivée. Donc, un bon nurturing, c'est ça. Et du coup, grâce à ce nurturing, vous allez pouvoir attribuer des lead scoring. Donc, par exemple, si la personne a ouvert votre email, a cliqué dans votre email, vous allez lui attribuer des points. Si vous n'avez pas de nurturing, c'est pas grave. Le mieux, c'est quand même d'en avoir un, c'est ce qui va être le plus efficace. Mais si vous n'avez pas de nurturing ou pas encore de nurturing, vous pouvez quand même lancer du lead scoring. Et du coup, le lead scoring va plutôt s'appliquer sur justement les mails que vous pouvez envoyer. Si vous avez par exemple une newsletter, est-ce que la personne elle ouvre votre newsletter ou pas? Est-ce qu'elle a fait d'autres actions? Donc est-ce qu'elle a juste par exemple téléchargé un lead magnet? Ou est-ce qu'elle s'est du coup après inscrit à un webinaire? Est-ce qu'elle a consulté des pages sur votre site, etc. Donc tout ça va permettre aussi d'attribuer un score qui pourra peut-être aller moins vite que si vous avez un nurturing, parce que le nurturing, souvent, c'est assez condensé, c'est sur une période de 3 mois, donc la personne va, si elle interagit beaucoup avec vos contenus, va très, très vite monter. Mais si vous n'avez pas de nurturing, ça peut être un peu plus lent, puisque le contact, il peut prendre du temps à faire plusieurs actions sur votre site. Donc voilà, ça peut prendre du temps, mais une fois que la personne a atteint 100 points, elle devient automatiquement MQL. Du coup, elle est assignée à un sales. Du coup, en orange, pour information, c'est vraiment les objets HubSpot. Donc, je ne sais pas si certains connaissent, mais HubSpot très récemment a créé l'objet lead. Nous, on le recommande vraiment parce qu'on trouve que c'est vraiment un très bon outil. Ça permet en fait d'aller chasser les personnes sans pour autant créer une opportunité. Donc, dans votre pipe de vente,
toutes les transactions qui sont créées restent des transactions, donc c'est des réelles transactions qui sont en cours. Et dans la partie lead, c'est là où vous allez traiter tous les leads, enfin les commerciaux vont traiter tous les leads à justement maturer et à contacter. Et donc, ça sépare bien les personnes qui ne sont pas... Parce que souvent, dans votre pipe, du coup, vous avez, avant cette création, il y avait une colonne, tout le monde avait cette colonne, cette fameuse colonne, qui est justement, en gros, lead. Donc, les personnes qui... Il n'y a pas de transaction créée en réalité, mais il faut que les sales les traitent. Là, avec l'objet lead, ça règle tout ça. Donc, nous, on conseille cette utilisation. Donc, pour revenir au MQL, donc, une fois qu'il est passé MQL, ça crée un lead pour les sales. Puis, nous, ce qu'on recommande, c'est de créer une phase de SAL, c'est le Sales Accepted Lead. Donc, c'est le moment où le sales a réussi à se connecter avec la personne. Donc, elle a eu une réponse et la personne semble intéressée. Pour l'instant, ça a juste été, possiblement, la personne a répondu au mail, a répondu à l'appel et potentiellement, il y a quelque chose. Mais il va falloir que la personne, après que le sales, qualifie réellement ce contact. Donc, est-ce que vraiment il y a un projet? Donc là arrive la phase de qualification et donc de SQL. Donc, la personne devient SQL si elle est vraiment intéressée. Ce qui permet en fait d'affiner vachement, parce que moi, ce que je recommande pour les équipes marketing, c'est de ne pas s'arrêter à des objectifs de MQL. Si vous demandez à vos équipes marketing de générer un certain nombre de MQL, ils vont générer des MQL. Est-ce qu'ils seront qualifiés ou pas? C'est plus leur problème. Moi, ils auront juste répondu à leur objectif qui est j'ai généré X MQL, c'est bon, mon objectif est atteint, je m'arrête là. Nous, ce qu'on recommande, c'est d'aller vraiment, moi par exemple, mes équipes sont incentivées sur la génération de MQL, mais après, le taux de conversion de MQL à SQL. Et du coup, le SAL sert à aller plus finement, à savoir à quel moment ça s'est perdu. Est-ce que le MQL qu'on a envoyé n'était tellement pas qualifié que la personne n'a pas répondu et le sales n'a jamais réussi à avoir de point de contact avec elle? Ou est-ce que la personne a réussi à avoir un point de contact, mais c'était pas le bon moment? Est-ce que le sales a réussi à créer une transaction, mais en fait, finalement, il s'est rendu compte au moment de la transaction que la personne n'était pas intéressée, pas le budget, ou a choisi une autre entreprise pour faire ce projet-là? Donc, ça va vous permettre d'analyser plus finement et de comprendre plus finement pourquoi le taux de conversion entre MQL et SQL n'est pas à l'objectif, par exemple. Le SAL rajoute une étape supplémentaire qui va vous permettre d'aller plus finement dans le détail. Et après, évidemment, une fois que le lead est SQL, tout ça, c'est transaction gagnée ou perdue, encore une fois, et client. Et ce qui est très important, c'est qu'à tout moment, vous pouvez faire revenir une personne un peu à l'étape d'avant. C'est-à-dire que le lead scoring, comme on disait, il est évolutif. Et donc, si la personne elle a atteint les 100 points, qu'elle est devenue MQL, mais qu'à tout moment du parcours, elle, finalement, n'est pas intéressée, on va la faire revenir à zéro pour relancer, parce que c'est pas parce qu'elle n'est pas intéressée au moment T que dans X mois, elle ne sera pas intéressée. Donc, ce qui est intéressant, c'est de revoir si la personne revient sur votre site, refait des actions. Potentiellement, c'est peut-être à nouveau le moment de retenter le coup. Donc, on fait revenir à zéro et on recommence. Si elle réatteint 100, le sales recontacte le lead et c'est reparti et on recommence. Merci Clément. Je récapitule. Donc, ce qui est en bleu, ce sont les différents stades de phase de maturité face à l'acte d'achat. Donc, on va avoir les contacts. On va avoir les contacts qui auront interagi avec nos contenus marketing et nos campagnes qui vont être qualifiées par le marketing. On va recueillir de la donnée sur eux. Ensuite, si tu décales légèrement, Clémence, on va avoir le SAL qui est un petit peu l'antichambre avant d'avérer qu'il y a vraiment une opportunité à creuser. Donc là, ça passe par une prise de contact avec le commercial. C'est là aussi, adossé à cette étape-là, qu'on peut imaginer et organiser un rituel entre l'équipe marketing et l'équipe commerciale. Donc là, aujourd'hui, vous êtes plusieurs tailles de structure à regarder le webinaire. Donc, si vous êtes une TPE, vous pouvez très bien le faire aller une fois par quinzaine en mettant autour de la table les marketeurs avec les commerciaux. Si vous êtes plutôt une entreprise du mid-market ou du corporate, là, c'est plutôt au responsable commercial et au responsable marketing de se voir une fois par mois et de faire le point sur le volume de MQL qui ont été transformés en SQL ou de SAL qui sont revenus à l'étape de nurturing sur le marketing. Ça va vous donner énormément de billes finalement et des éléments de compréhension pour comprendre pourquoi les atouts marketing que vous utilisez sont pas suffisamment efficaces, ou alors est-ce que ça vient d'un processus commercial qui est en défaut par rapport à un argumentaire qui sera en décalage, etc. Donc voilà, en tout cas, on vous recommande
sincèrement cette étape de SAL comme antichambre entre MQL et SQL. Souvent, elle n'est pas utilisée. Et déjà là, il y a un manque de process. Et puis, bien évidemment, quand la transaction, elle est signée, il y a la notion de client. On pourrait aller encore plus loin avec la notion de client ambassadeur, mais on va déjà se stopper là. Et on va vous expliquer maintenant comment on va pouvoir importer cette organisation-là dans HubSpot depuis votre CRM. Vous aurez accès à ce logigramme dans les contenus qu'on vous enverra après le webinaire. Donc justement, n'hésitez pas à revenir dessus. Alors justement, on va s'intéresser aux astuces qui nous permettent d'adopter ce processus-là dans notre portail HubSpot. Juste avant, il faut quelques prérequis. Il en faut 3, tout simplement. Est-ce que tu peux nous en toucher 2 mots, Clémence? Oui, effectivement. Donc, il y a des prérequis quand même. Déjà, si vous utilisez HubSpot, le lead scoring n'est accessible que si vous avez le Hub Marketing Pro ou Enterprise. Donc, pas accessible sur le Starter. Important à préciser. Les paramétrés sont... il faut du coup, commencer par paramétrer correctement vos phases de cycle de vente du coup sur le portail HubSpot, donc bien rajouter MQL, SQL, SAL, etc. comme on a vu tout à l'heure. Et il faut bien documenter ces critères socio-démographiques, comportementaux et temporels, donc dans un outil. Donc c'est l'outil justement qu'on va vous partager juste après, à la fin de ce webinaire. On va vous le montrer, on va vous le détailler pour bien que vous puissiez le comprendre et l'adapter. C'est du coup le document qui va vous permettre de vraiment vous servir de base pour ensuite setup correctement dans HubSpot. Si vous n'avez pas ce document de base, ça va être très compliqué. Vous allez partir à droite, à gauche sur le setup de HubSpot. Vous risquez de faire des erreurs. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Vous risquez d'avoir un lead scoring pas bien paramétré. Et s'il n'est pas bien paramétré, vous pouvez envoyer des leads trop tôt aux sales, ce qui fait que ça échoue. Les sales vont être frustrés parce qu'ils vont dire que c'est pas qualifié. Donc voilà, c'est vraiment hyper important d'avoir ce document à la base et de bien paramétrer donc vos phases de cycle de vie, d'avoir ce document de préparation et ensuite, à ce moment-là seulement, vous rentrez dans les paramétrages HubSpot et vous paramétrez. Et justement, c'est Simon qui va vous montrer comment on paramètre dans HubSpot. Ouais, merci Clémence. Alors sur le second point du paramétrage des phases de cycle de vie, c'est un nouvel objet, comme l'a dit Clémence dans HubSpot. On n'a pas prévu de slide dédié par rapport à ça. Mettez-nous dans les commentaires si jamais ça pose question et challenge chez vous. Si vous ne voyez pas tout simplement de quoi il s'agit, on pourra montrer ça à la partie questions-réponses parce que c'est assez structurant. C'est simple, mais il faut savoir où aller le chercher dans HubSpot tout simplement, comme toute nouveauté de la plateforme. Il y a 3 workflows que nous vous recommandons pour vraiment donner corps et vie à votre lead scoring. Donc là, on s'adresse vraiment à celles et ceux qui sont équipés du Hub Marketing Pro ou entreprise. Et je vais même en rajouter un 4e parce que vous avez quelques questions similaires par rapport à comment faire revenir le score à 0 sur un contact. Donc, je vais vous expliquer ça. Le premier workflow que l'on préconise, c'est tout simplement une fois que vous avez paramétré les fameuses phases de cycle de vie qu'on vient d'évoquer, va falloir qu'il y ait un workflow qui tourne pour dire entre telle tranche de points et telle tranche de points, le contact doit être raccordé à telle phase de cycle de vie. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on va pouvoir nettoyer la maturité face à l'acte d'achat automatiquement et au fil de l'eau pour l'ensemble de ces contacts. Le second workflow qu'on vous préconise, c'est de pouvoir attribuer automatiquement à un contact à un commercial ou à un CSM, succès client, en fonction de son cycle de vie. C'est ça qui va vraiment être intéressant. Par exemple, quand on signe un contact et qu'il devient un client, on va vouloir le reconduire, ce client. On va vouloir faire de la vente additionnelle à un moment donné avec ce client pour développer les revenus. Eh bien, en fonction de certains nouveaux critères comportementaux, temporels, etc., on va pouvoir l'attribuer à un CSM pour dire « Regarde bien ici, voici la fiche synthèse finalement du contact qui est équipé chez nous de tel produit ou tel service. Il serait intéressant du coup de lui proposer en vente additionnelle et croiser tel autre produit ou tel autre produit. » Donc, on va vraiment pouvoir faire de ce qu'on appelle de l'event-based CRM, donc des événements déclencheurs basés sur les informations et les comportements qu'on va identifier grâce au lead scoring. Donc là, libre cours à votre imagination, ça peut prendre plusieurs formes, mais il faut savoir l'anticiper. Et enfin, ce qui peut être hyper intéressant d'un point de vue commercial, là, c'est pour ceux qui sont sur le Hub Marketing Entreprise,
il est possible d'enrôler depuis un workflow directement un contact ou des contacts dans des séquences de prospection automatisées. Donc une séquence, je rappelle juste au cas où, ça va être un outil de prospection. On va pouvoir enrôler un contact dans une succession d'automatisation pour lui envoyer des emails, que ce soit dans sa boîte de réception, que ce soit sur sa messagerie LinkedIn ou que sais-je. Et le but du jeu d'une séquence, la personne est désenrôlée, la séquence, l'automatisation s'arrête que si elle réserve un rendez-vous avec notre agenda HubSpot dans notre exemple, ou si elle répond manuellement à l'un de nos emails. Donc ça, c'est très bien aussi pour industrialiser votre prospection de A à Z. Pour ces 3 exemples-là, on a pris le parti pris avec Clémence de pas vous montrer des slides parce que sinon ça durerait 1h30. Mais sachez qu'on a des exemples dans notre bibliothèque laboratoire d'automatisation. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des mails après le webinaire ou à nous envoyer des messages. On pourra vous envoyer quelques screenshots. Comme ça, vous pourrez les dupliquer et les réaliser de votre côté et avec grand plaisir. Et le dernier workflow que je pourrais rajouter par rapport à vos questions, donc dans le schéma qu'on a présenté, Clémence vous a dit que si au niveau de l'antichambre avec le commercial indique ouais, c'est pas suffisamment mature, il n'y a pas de projet, il faut refaire partir ça en nurturing. Dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est de diminuer les points du contact, voire de repartir à 0 dans certains cas. Ça, on va pouvoir le faire avec un workflow tout simple. On va pouvoir dire que quand la phase de cycle de vie passe de SAL à MQL et qu'on rétropédale, dans ce cas-là, on écrase le lead scoring actuel et on lui donne telle valeur de points. Donc, c'est assez facile à faire dans la mécanique. En tout cas, c'est vraiment par la fonctionnalité workflow qu'on va pouvoir passer pour le faire. Je vous propose une petite démonstration directement dans HubSpot pour vous montrer comment on configure un lead scoring. Donc, ça va être très simple. Juste le temps de partager mon écran. Il est ici. Clémence, tu me confirmes que tu as visu aussi? Ouais, c'est bon, on voit bien ton écran. Parfait. Donc, il n'existe pas de propriété lead scoring, enfin de fonctionnalité lead scoring en tant que telle dans HubSpot. On va passer par une propriété. Donc, dans ce cas-là, il faut d'abord vous rendre dans les propriétés de votre portail. Ici, je vais prendre les propriétés de contact. Il existe une propriété de contact native de HubSpot que vous pouvez utiliser pour faire votre lead scoring à partir du moment où vous êtes équipé du Hub Marketing Pro au minimum. Mais vous pouvez aussi en créer des nouvelles propriétés de score, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas qu'une seule par portail, vous pouvez en avoir une multitude. Et encore une fois, on peut avoir des lead scoring sur l'objet des contacts, les personnes physiques avec lesquelles on interagit, mais on peut aussi créer des lead scoring, donc des propriétés de score, par exemple, plutôt orientées sur les entreprises, l'objet entreprise, donc les personnes morales. Donc là, à vous de voir aussi quel est votre processus, quelle est votre stratégie pour attaquer votre marché. Si par exemple vous êtes dans une tendance inbound, donc vous allez attaquer votre marché d'un point de vue vraiment transversal, vaut mieux avoir un lead scoring porté sur les contacts. Mais si vous avez plutôt une approche centrée sur du compte clé, donc des approches ABM, ça peut être intéressant de le combiner avec un lead scoring porté sur les entreprises. Bon, ceci étant dit, hop là, je vais aller chercher. Je suis dans un portail test, c'est pas du tout le portail Make the Grade. Donc, on va aller regarder ici lead scoring webinaire Make the Grade. Je vais faire modifier. Donc, voici comment ça s'articule et ça se présente. On va avoir notre propriété de score. On va avoir ensuite 2 colonnes. Une colonne qui va prendre les critères positifs et une colonne qui va prendre les critères négatifs. Donc, typiquement, ce qu'on va renseigner à gauche, ça va donner des points en plus et à droite, ça va donner des points en moins. Donc là, j'ai préconfiguré juste avant le webinaire quelques exemples. Donc, vous voyez que par exemple, j'ai mis en critères positifs, si notre contact dans notre base de données est un directeur général, on va lui donner 7 points. Donc, hop là, ça, je vais le laisser comme ça. Et en revanche, à côté, donc là, c'est pour vous montrer le côté rapport d'autorité, j'ai indiqué que si le persona est connu et est soit un responsable commercial ou un responsable marketing, eh ben, on va attribuer une valeur de points aussi, mais cette fois-ci, ça va être uniquement 3 points. Donc, c'est tout bête, c'est assez facile, c'est plutôt de la mécanique que de la complexité. Donc, vous allez pouvoir structurer ces choses-là de cette manière-là.
avec Clémence, on va vous partager un document qui va centraliser finalement une multitude d'exemples que vous allez pouvoir utiliser pour les attributs positifs. Vous allez pouvoir le combiner en fonction d'une localisation territoriale, si c'est important pour vous. Vous allez pouvoir aussi prendre les aspects plus comportementaux, par exemple. C'est-à-dire que vous avez une propriété de contact dans HubSpot, par exemple, qui s'appelle statut du contact. Soit le contact peut être actif, c'est-à-dire qu'il est actuellement en train de consommer, consulter des contenus marketing que l'on déploie sur le web, ou alors il va être inactif. Donc à partir de 90 jours consécutifs où il n'a pas interagi avec nos contenus, il n'a pas ouvert nos emails, etc. Et ben à ce moment-là, on va pouvoir le prendre en compte aussi et on va pouvoir le mettre à ce contact-là un critère négatif, une valeur en point négatif. C'est-à-dire que les contacts qui sont plus chauds avec nous, qui consomment plus nos contenus, va falloir les réactiver à un moment donné d'une certaine manière, ou alors abandonner la piste et passer à autre chose, parce que tout simplement, c'est un risque de perdre trop de temps si on les envoie aux commerciaux. Et ici, par exemple, je garde l'exemple des personas. L'étudiant qu'on disait au tout début, là, celui-ci, il faut absolument pas qu'il se retrouve du coup chez les commerciaux. Donc, on lui a mis une valeur de moins 100 points. Comme ça fait le tri automatiquement. Si je crée un critère négatif, donc je vais cliquer sur ajouter un critère. Par exemple, je vais prendre quelqu'un qui a pas une bonne adresse mail. Donc, je vais pouvoir prendre propriété de contact. Je vais pouvoir chercher parmi tous mes propriétés de contact de mon CRM HubSpot, que ce soit les propriétés natives ou celles que j'ai créées personnellement. Hop, ici, l'opt-out, donc c'est pas le bon mail. Je vais dire que c'est connu. HubSpot a identifié que c'est pas le bon mail, par exemple, quand on a envoyé un email marketing pour une newsletter dans le mois qui s'est écoulé. Donc, je vais dire que ici, ça fait pas mes affaires si j'ai pas le bon mail. Donc, je vais mettre directement moins 30 points, par exemple. Hop là. Et voilà. Et ça, c'est le jeu. Il va falloir que vous ayez des critères positifs cohérents par rapport à votre market fit, donc par rapport à vos personas, par rapport aux tailles de structure que vous allez prospecter. Et puis, il va falloir des contenus négatifs pour que vous puissiez bien doser la valeur de votre contact par rapport à sa capacité d'achat en temps réel. Et c'est pour ça qu'au tout début du webinaire, on indiquait que le lead scoring doit vivre parce que des nouveaux contenus, des nouveaux critères, des nouveaux besoins chez les commerciaux, vous allez en avoir toutes les semaines. Il va falloir l'entretenir. Donc là aussi, si vous voulez, pour la partie questions-réponses, que l'on prenne des exemples et que l'on teste certaines choses, ou si vous avez des exemples terrain que vous n'arrivez pas à quantifier avec un lead scoring, challengez-nous, on pourra vous répondre directement. Je reprends. Et Simon, attends, on revient juste, reviens sur la capture, sur ton partage d'écran, s'il te plaît. Voilà, merci. Voilà. Juste, remonte. Je voulais juste parler d'une petite fonctionnalité qui est super pratique, qui est le tester les critères de score. Du coup, le tester le critère de score, vous pouvez vraiment mettre un contact et regarder combien de scores ça lui attribue. Donc, vous pouvez là, le 0 parce qu'il n'est pas très bien paramétré. On est sur notre lab, donc évidemment pas bien fait. Mais là, vous pouvez voir en fait combien Simon Lagadec aurait de lead scoring. Donc là, on est sur un lead scoring où il aurait 0 parce qu'il répond à aucun critère. Mais ça vous permet de le tester, donc voir s'il marche bien et voir si justement, avant de lancer, si c'est très efficace. Donc en fait, le but, c'est de prendre par exemple quelqu'un où vous savez que techniquement, il devrait avoir un lead scoring très positif parce qu'il est déjà MQL, par exemple, pour vous. Et du coup, vous vérifiez que dans le score, ça fonctionnerait ou pas. Donc moi, je vous recommande vraiment de tester plusieurs contacts différents pour vérifier que votre lead scoring est bien paramétré. C'est vraiment la fonctionnalité la plus utile quand vous paramétrez. On dit de plus en plus que les CRM doivent être maintenus comme si c'était des produits. Donc là, si on regarde la fonctionnalité lead scoring du produit de votre CRM, en testant les critères, c'est tout simplement un process que l'on recommande systématiquement pour faire le recettage de chaque mise à jour et vous assurer que ça turbine bien, quoi. Donc, surtout si vous le modifiez aussi, quand vous modifiez, parce que comme on a dit, le lead scoring il est évolutif, il faut le faire évoluer en fonction de vos produits, de vos services, de vos nouveaux positionnements, etc. Du coup, c'est important de bien tester que quand vous faites une modification, vous n'avez pas tout cassé le reste parce que sans faire exprès, vous avez fait une erreur de
par exemple, est connu au lieu de n'est pas connu, et que du coup, ça vient casser tout le lead scoring que vous aviez fait. Donc, c'est vraiment hyper important, même quand vous faites la moindre petite modification, de tester vraiment le tester en live pour vérifier qu'il n'y a pas eu de modification qui perturbe vraiment votre lead scoring et casse tout ce qui avait été fait. Donc là, en une grosse demi-heure, on a revu la théorie du lead scoring, à quoi ça sert, comment ça s'articule et ça se structure. On a vu un exemple de phasage des cycles de vie de nos contacts que l'on recommande dans un contexte business d'alignement avec le marketing et le commercial. Et on a vu dans HubSpot les automatisations à apporter autour de son lead scoring, et un exemple de création d'attributs positifs et d'attributs négatifs. Donc là maintenant, c'est l'heure du cadeau. On va vous fournir à travers Clémence des exemples tout simplement de critères, parce que vous allez nous dire, OK, j'ai compris la théorie, j'ai compris comment ça s'articule, mais le jus de cerveau à mettre pour partir d'une base fonctionnelle et bien doser tel critère avec telle valeur de points, vous allez pouvoir vous en inspirer avec ça. Exactement. Donc là, du coup, c'est le lead scoring avec lequel, enfin, ce document, vous allez vraiment repartir avec. Paul est en train de vous le partager dans le chat. Vous l'aurez aussi dans le mail récapitulatif demain. Donc voilà, vous avez accès totalement gratuitement. Donc c'était vraiment comment paramétrer, des exemples de comment paramétrer votre lead scoring. On vous a même mis une petite colonne to do, doing, done pour que vous puissiez vraiment, en même temps que vous paramétrez, pouvoir faire évoluer et voir où vous en êtes. Donc voilà, donc ça c'est vraiment les exemples. Donc tout est à titre indicatif, hein. Donc le but c'est que vous le fassiez évoluer, que vous cloniez ce document et que vous mettiez vraiment vos critères. Donc par exemple, vos critères persona. Donc là on est sur vraiment du persona qui se base sur une fonction. Donc par exemple, le directeur général se verrait attribuer 7 points. Et là j'ai pris un exemple d'un cabinet RH. Donc dans un cabinet RH par exemple, le directeur général, c'est 7 points. Le DRH RH, c'est 5 points. Le manager, 3 points. Candidat, 3 points, parce qu'ils essayent d'aller toucher des candidats aussi. Expert comptable, 3 points, etc. Donc, parce que c'est un cabinet spécialisé dans la partie expert comptable, d'où les points expert comptable. Vous avez aussi les départements, si c'est un critère qui est important pour vous. Si c'est pas un critère important pour vous, il faut pas le mettre. Il faut potentiellement remplacer par autre chose qui est important pour vous. Donc voilà, en fonction des régions et des départements, on a mis des points différents. En fonction du phase de cycle de vente, vous donnez des points aussi. Si un lead est déjà qualifié par le commercial, il faut qu'il ait un nombre de points attribués. Le statut, est-ce que donc le lead il est actif ou pas? Actif, c'est est-ce que justement il y a eu des actions qui ont été, ça c'est un champ que vous avez sur HubSpot. Est-ce que la personne a fait des actions récemment ou pas? Donc c'est vraiment juste, est-ce qu'elle a fait des actions? Est-ce qu'elle en a pas fait dans un temps donné? Donc 5 points ou moins 30 si pas actif. Par exemple, là c'est important de savoir que l'entreprise est connue. Donc on a besoin d'avoir une entreprise reliée au contact sinon c'est pas qualifié selon nous et donc on attribue des points. Et ce qui est important aussi là, c'est que ce que je vous montre, ça je vous le recommande fortement, c'est les adresses email, donc de vraiment exclure pour être sûr que vous n'ayez pas un lead qui puisse remonter la pente si vraiment il a des critères qui sont vraiment KO de chez KO. Donc ça peut être les adresses email, mais ça peut être d'autres critères. Si vraiment il y a des critères pour vous qui sont KO et jamais la personne ne pourra remonter, je vous conseille de mettre des points très négatifs. Donc par exemple, ce que j'ai fait, c'est par exemple pour notre entreprise, MTG, Make the Grade, toutes les adresses qui terminent par makethegrade.fr se voient attribuer le score de base de moins 1000. Parce que sinon, en fait, toutes les personnes de notre entreprise vont, à un moment donné, avoir des points suffisamment forts et vont être attribués à un sales. Bon, le sales, il ne traitera pas, mais ça va perturber sa vision parce qu'il va falloir qu'il les supprime. Donc, évidemment, moi, je passe ma vie sur le site. Donc, c'est mon métier. Donc, il me faut un score très, très fort pour que je risque pas de remonter et d'être attribué automatiquement à un sales. Quand vous êtes dans du B2B aussi, par exemple, les adresses Gmail, Wanadoo, Orange. Pour rappel, c'est souvent des leads qui ne sont pas qualifiés et surtout, en termes de RGPD, en plus, on n'a pas le droit de les contacter. Donc, moi, pour m'assurer que ces leads soient vraiment KO, je leur attribue un score de moins 1000. Si vous êtes une entreprise B2C, évidemment, ça ne s'applique pas à vous. Mais en B2B, globalement, je recommande d'avoir toutes les adresses email qui sont B2C, qui sont automatiquement KO.
Ensuite, on a tout ce qui est comportemental. Je ne vais pas tout vous détailler, vous regarderez ça chez vous. Mais globalement, on a un nombre de scores attribués selon si du coup on a déjà rempli un formulaire, pas rempli un formulaire, si on a consulté certaines pages du site, donc ça vous pourrez l'adapter. Moi j'ai mis par exemple blog, je trouve que c'est intéressant. Si à regarder la page cas d'études, si à regarder au moins 5 pages, et là les pages contact, par exemple, s'il a regardé la page mais n'a pas forcément rempli, soumis, ça peut quand même être intéressant de savoir parce qu'une personne qui va consulter une page contact, potentiellement, c'est qu'il y avait un intérêt, juste elle a hésité et finalement n'a pas passé le pas. Mais donc, il faut attribuer des points. Pareil pour une page démo, par exemple, ou essai gratuit. Si la personne n'a pas été jusqu'au bout de la démarche, c'est quand même important de lui attribuer des points. Si vous avez une page tarif parce que vous êtes un SaaS, par exemple, hyper important, une personne qui regarde les tarifs, potentiellement, elle est vraiment intéressée par votre solution. Donc, attribuer des points si la personne a consulté la page tarif, etc., etc. Et on a des points négatifs, donc par exemple, si aucune visite depuis 90 jours. On a ensuite les actions comportementales avec email. Donc sur les emails, si la personne est abonnée, si la personne est désabonnée des emails, c'est en négatif. Si on est sur du soft bounce, on a des points négatifs aussi. Si pas ouvert depuis 90 jours un email, on a des points négatifs. Si par contre, à l'inverse, ouvre plusieurs fois ou une fois, etc., on attribue des points. Si clique, on a aussi des points qui sont plus importants que si a juste ouvert. Tout ce qui est contenu disponible sur votre site, donc ça va évidemment, ça personnaliser selon ce que vous avez sur votre site. Donc si vous avez des lead magnets, si vous avez un simulateur, des livres blancs, un e-book, des cas clients, une inscription au webinaire. Et moi, vous constaterez que j'ai un peu séparé aussi inscription et présence. Quelqu'un qui est inscrit, il n'a pas autant de points que quelqu'un qui a téléchargé un lead magnet. Mais s'il assiste à au moins 15 minutes du webinaire, alors ça équivaut à un téléchargement de cas client. C'est important de séparer parce que quelqu'un qui s'inscrit mais qui ne vient pas, c'est intéressant mais pas forcément... Enfin, c'est quelqu'un qui est intéressé mais finalement qui n'a pas été jusqu'au bout de la démarche. Donc, c'est important de séparer. Et si vous avez des ads aussi, si vous connectez vos ads à HubSpot, vous pouvez aller récupérer cette donnée. Et donc, par exemple, si vous faites du LinkedIn Ads ou du Meta Ads ou du SEA, vous pouvez attribuer des points. Donc, vous pouvez aussi attribuer des points, par exemple, par source d'origine du contact. Donc, si est arrivé par du SEA, est arrivé par du SEO, etc., vous pouvez aussi attribuer des points différents. Là, on n'a pas tout mis, c'est une liste un peu exhaustive, il y a plein d'autres possibilités, mais ça dépend vraiment en fait de votre business et de ce qui est important pour vous. Donc le but, c'est une très bonne base de travail, et après, de l'adapter en rajoutant vos critères spécifiques à votre activité et tout ce qui peut vraiment faire la différence pour un bon lead scoring. Vous retrouverez dans le deuxième onglet pour information le schéma que je vous ai montré tout à l'heure, qui vous permet de revoir les phases de cycle de vie d'un prospect. Et je pense que c'est bon, on va pouvoir, je pense, passer aux questions-réponses. Ouais, tout à fait, surtout qu'il y a pas mal de questions, donc c'est plutôt cool. Donc on va faire monter Paul sur scène. Merci Clémence. Alors, hop là, Paul, le voici. Salut Paul. Hop là. Ça va bien? Très bien, et toi? Eh ben écoute, ça va. Bah, dis-nous tout. On est prêt à en découdre avec Clémence. Oui. Alors, j'ai une première question de Camille. Comment définir le bon nombre de points à attribuer? Alors déjà, le modèle qu'on va vous partager va vous donner une tendance. Il faut qu'il y ait une cohérence par rapport à l'aspect précieux de la donnée que vous souhaitez mesurer, quoi, pour évaluer un critère positif. Comme je l'ai dit, par exemple, sur les personas, il faut que ce soit cohérent par rapport à l'organigramme et l'autorité de décision. Il faut aussi que ce soit cohérent par rapport à l'amplitude de points que vous allez vouloir scorer. J'entends par là que nous, on est parti, par exemple, d'une échelle de points allant de moins 100 jusqu'à plus 100. Le moins 100 étant le contact pas qualifié, le plus 100 étant le contact qui devient un client. Mais on peut en voir d'autres à échelle de grandeur. Il y en a qui vont jusqu'à 1000, par exemple. On aime bien le moins 100 plus 100 parce que ça reste finalement assez compréhensible et mécanique pour que n'importe qui puisse reprendre le lead scoring dans sa maintenance et le tenir à jour. Donc, il faut vraiment connaître après votre marché, votre persona ou vos ICP
et c'est ce qui va vous permettre de bien définir les critères positifs. Et puis pour les critères négatifs, il faut pas non plus tomber dans le côté enclume. Faut pas qu'on surdose les valeurs en moins. Donc là aussi, dans l'exemple qu'on vous a présenté à l'instant avec Clémence, vous aurez quelques tendances et qui vous permettront après d'aller tester. Et puis dans tous les cas, il faut que votre lead scoring, vous le soyez vigilant et que vous l'observiez assez régulièrement, parce que si vous constatez une baisse des contacts qualifiés envoyés aux commerciaux, peut-être que vous avez eu la main lourde soit sur un attribut positif, soit sur un attribut négatif. Et dans ce cas-là, il faut redoser derrière. Ouais, et puis vous pouvez du coup aussi faire des petites simulations. Moi, c'est comme ça que je fais. Je fais des simulations en me disant, OK, bah, donc, par exemple, je suis une personne type, je suis dans le persona, j'ai téléchargé tel lead magnet, j'ai ouvert tel lien dans un email, donc j'ai cliqué, j'ai fait telle action, telle action, telle action. Et en fait, je me dis, moi, dans ma tête, cette persona, elle est qualifiée et j'ai envie de l'envoyer au sales. Donc, je vais aller faire une simulation pour vérifier si cette personne-là, en faisant toutes ces actions-là, elle va avoir le nombre de points suffisant qui va lui permettre d'être attribué au sales ou pas. Si c'est pas le cas, potentiellement, c'est que il y a des scores qui sont pas assez élevés. Et si justement, pour moi, dans ma tête, cette personne-là, la personne que j'ai créée fictivement dans ma tête, ne devrait pas être passée au sales parce qu'il y a des critères qui, pour moi, sont KO et ne correspondent pas, je vais faire pareil la simulation pour tester et vérifier que justement, cette personne ne passerait pas le score défini pour passer vers les sales. Donc en fait, il faut vraiment le tester en live et en fait, faut regarder par exemple des vrais cycles de vie de vos clients. Donc par exemple, une personne, comment elle est arrivée et une vraie personne que vous avez signée, quel a été son parcours et qu'est-ce qu'elle a fait comme action, et vous la prenez en exemple et vous testez voir si ça aurait été attribué à un sales. Et à l'inverse, une personne qui vous intéresse pas, et vous vérifiez pour vérifier qu'elle n'arriverait pas au score. En fait, le mieux, c'est de tester. Il n'y a vraiment pas trop de secrets. Recettage continu au fil de l'eau. Recettage continu, exactement. Alors, une deuxième question de Mathilde. Que pensez-vous du scoring prédictif natif d'HubSpot? Est-il efficace pour la plupart des entreprises avec lesquelles vous avez pu travailler? Alors, il y a très peu d'entreprises avec lesquelles on travaille qui utilisent cette version-là. Moi, je suis plutôt fan de garder quand même mainmise sur la mécanique. Donc, je passe plutôt par le schéma standard qu'on vient de présenter. Donc, j'ai pas forcément de retour, si ce n'est que à chaque fois qu'on a voulu installer ce process-là, ça a plutôt pétouillé ou c'était difficile à maîtriser. Ça dépend et c'est directement relié aussi au volume de données qu'on alimente et à la qualité de volume de données qu'on alimente. Donc, il suffit qu'on ajoute du scrapping par-dessus le tout et puis tout de suite, ça peut tout fausser. Donc, moi, je suis plutôt schéma standard, à voir comment ça va évoluer parce que, par exemple, HubSpot a racheté Clearbit il n'y a pas longtemps. Seconde quinzaine de mars, ils donnent un webinaire pour expliquer ce qu'ils vont en faire. On peut s'attendre à ce qu'ils absorbent Clearbit et qu'ils enrichissent un hub existant comme le Hub Operation ou qu'ils créent un nouveau hub potentiellement. Et combiner à la technologie Clearbit l'aspect lead scoring prédictif pour être sans doute un petit peu plus costaud et intéressante à utiliser, enfin d'un point de vue sécurité, quoi. En fait, aujourd'hui, c'est pas personnalisé selon votre business. C'est ça le plus gros problème. En fait, chaque entreprise a un business tellement différent qu'un lead scoring d'une entreprise à une autre ne sera jamais identique. C'est impossible. Si vous copiez le lead scoring d'une autre entreprise qui fait pas la même activité que vous, il sera forcément pas bon. C'est pour ça que nous, on vous a donné un document qui vous aide grandement et on peut pas vous donner un lead scoring clé en main. C'est pas possible parce que ça dépend vraiment de votre business. Et donc, tout ce qui est natif HubSpot, en fait, ça se base sur des critères assez basiques qui ne sont pas personnalisés selon votre business. Et donc, le score ne sera pas très viable. Donc, nous, ce qu'on conseille, c'est vraiment la personnalisation, de créer votre propre lead scoring totalement personnalisé qui va répondre à tous vos enjeux, en fait. Ensuite, j'ai une question de Nicolas. Comment faire pour remettre à zéro les critères comportementaux? Du coup, j'y ai répondu tout à l'heure. En gros, pour moi, il faut passer par un workflow et il faut se servir comme trigger, donc comme déclencheur, le fait que si un SQL ou un SAL repasse en MQL ou en lead, donc l'effet rétropédalage, et dans ce cas-là, on redéfinit, on écrase la valeur du lead scoring actuel avec une nouvelle et à nous de voir si on repart à zéro ou si on
on atténue avec un coussin de sécurité. Là, c'est libre à vous d'en juger dans votre mécanique. Ouais, pour faire repasser donc de SQL à MQL par exemple, c'est assez simple. En fait, vous allez détecter par exemple, s'il y a une transaction qui a été créée, qui a été perdue, et ben dans ce cas-là, ça revient en arrière. Si vous utilisez l'objet lead de HubSpot, vous avez disqualified dans les objets. Donc si vous êtes en disqualified, hop, il repasse en arrière. Donc en fait, c'est l'évolution dans le pipe qui va faire revenir en arrière et repasser à 0. Ensuite, j'ai une question de Noélie. Est-ce que vous mélangez forcément les critères sociodémographiques aux critères d'engagement dans la propriété lead scoring? Bah, c'est vraiment une recommandation qu'on a, ouais. J'ai lu la question, je crois qu'elle est complétée avec est-ce qu'il vaut mieux pas avoir un lead scoring comportemental d'un côté et un second lead scoring informatif de l'autre, et puis on fait l'addition avec une propriété score. Mécaniquement, c'est quelque chose qui est possible à faire avec HubSpot, très facilement. Par contre, je pense que ça peut très vite virer à l'usine à gaz. Et puis, l'intérêt d'un lead scoring, c'est vraiment de prendre toutes les dimensions de qualification du contact, en fait. Et pour moi, le comportemental est aussi important et doit être vraiment en fusion avec l'informationnel. Tu Ensuite, j'ai compléterais, une Clément? autre Non, c'était très clair pour moi. Ok, cool. J'ai une question supplémentaire. Bonjour, comment savez-vous quelle page a été visitée par un contact? À part traquer les boutons grâce à Tag Manager, Google Analytics ne donne pas d'informations par rapport à un contact précis. Ah, elle est bien cette question. Bah, en Ouais, fait, super. c'est très simple. Faut utiliser le Hub CMS de HubSpot. Donc, on vous recommande vraiment de migrer votre site si c'est pas déjà fait sur le CMS de HubSpot. Et ainsi, vous n'aurez pas uniquement le volume de session, mais vous aurez vraiment dans les parcours de navigation, à telle date, à telle heure. Si j'ai visité 4 pages dans une seule session, ça a été telle page et telle page, quoi. Et ça, c'est vraiment top. C'est la réponse opérationnelle d'aligner le CRM HubSpot avec le CMS HubSpot à l'alignement marketing commercial pour le coup. Ouais, vous pourrez être hyper précis avec le CMS HubSpot. Il y a quand même des possibilités de le faire sans le CMS HubSpot, mais c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe. Effectivement, ça passe par Google Analytics et Google Tag Manager. Il faut parfaitement le paramétrer, mais dans tous les cas, il y a quand même une part d'incertitude parce que par exemple, en fait, l'analytics peut avoir du mal à effectivement rattacher une visite à un contact. Ça va se faire avec les cookies, mais si les cookies n'ont pas été acceptés, etc., ça peut être plus compliqué. Donc, ça sera beaucoup, beaucoup moins précis. C'est faisable quand même, mais avec Google Analytics et Google Tag Manager, ce sera moins précis, mais c'est faisable. Par contre, il y a des données, par exemple, que vous ne pourrez pas récupérer, que vous pouvez récupérer avec le CMS HubSpot, comme le temps passé sur une page. Par exemple, vous pouvez aussi être encore plus fin et dire si la personne a passé X temps sur une page, et ça, vous pourrez le faire qu'avec le CMS HubSpot. Il n'y a que HubSpot qui est capable d'aller traquer, de faire ce lien justement aussi précis entre CRM et CMS. Et puis l'utilisateur final, c'est le commercial. Le commercial, c'est du pain béni pour lui. Il prépare sa prise de contact, soit par mail, soit par téléphone, plutôt par téléphone, on va dire. Et ben, il va aller sur la fiche contact et il va voir les touches d'intérêt. Si un de vos contacts a été visiter une page produit spécifique et puis à côté de ça, un webinaire qui est en accord, on peut tout de suite préparer son argumentaire, sa prise de contact et mieux comprendre la problématique que le lead cherche à résoudre. Donc, c'est assez puissant pour le coup. Ouais. Une question de Étienne. Comment gérez-vous la temporalité et est-ce que vous avez un système de decay? Bah, comment on gère la temporalité? La temporalité, dans le process pour définir un lead scoring, on va d'abord lister les situations qu'on veut scorer. On va les catégoriser, donc avec ce qu'on a vu. Est-ce que c'est du comportemental? Est-ce que c'est de l'informationnel? Ensuite, on va aller s'intéresser à la temporalité, si elle est utile. En général, c'est plutôt utile pour le comportemental. Et à partir de là, il faut voir le niveau de granularité qu'on veut avoir, quoi. Au minimum, ce qui est intéressant, c'est de fonctionner quand on part de zéro avec des temporalités au trimestre. Est-ce que le contact a ouvert nos derniers emails sur un trimestre? Est-ce qu'il a eu une visite de site dans les 2 derniers mois? Par exemple, quoi. Non, on n'utilise pas de decay. J'ai pas forcément d'exemple qui me vient en tête ou de cas d'usage.
Je ne sais pas si tu peux en avoir, toi, Clémence, mais Non, pas forcément, mais en fait, ce qui est important quand même, c'est de savoir que si la personne, elle fait 2 fois l'action de temporalité, donc par exemple, elle n'ouvre pas les mails sur les 90 derniers jours, elle va se prendre un score négatif. Et si dans les 80 jours qui suivent, elle réouvre aucun mail, elle va réavoir un score négatif. Donc on peut additionner la temporalité, en fait, peut se faire plusieurs fois. Donc, s'il n'y a toujours pas d'action, ou si justement, à l'inverse, il y a des actions positives qui se reproduisent dans la même temporalité plusieurs fois, ça peut se cumuler, donc faire plusieurs fois des scores négatifs ou plusieurs fois des scores positifs. Mais ouais, pas de système de decay. en fait, si le scoring est bien fait et bien maintenu dans la durée, il n'y a pas besoin de réfléchir à ces dispositifs-là, ça se fait assez naturellement. Et puis, je pense que c'est bon pour les Ah, questions. je vois une autre question quand même et qui est intéressante, qui est de Étienne aussi, qui est le scoring est géré au niveau des leads et pas du contact. Si, Ouais. du coup, c'est bien géré au niveau du contact, le lead scoring. Donc, c'est un attribut que vous allez avoir sur votre contact. Donc, c'est vraiment un champ hein, sur votre fiche contact. Et vous pouvez aussi l'avoir sur la partie entreprise si vous souhaitez faire un lead scoring sur l'entreprise. Donc, c'était ce que Simon a montré, a évoqué brièvement, de dire qu'on peut, si vous êtes notamment sur une stratégie ABM, attribuer des scores et faire un lead scoring sur les entreprises. Ça se fait pas sur l'objet lead de HubSpot. Aujourd'hui, l'objet lead de HubSpot, il est assez limité, c'est-à-dire qu'on peut pas vraiment rajouter des champs. Enfin, il n'est pas limité parce il a été pensé de manière à ce que justement, on n'ait pas besoin de le personnaliser. C'est vraiment en fait pour les sales, pour pouvoir dire est-ce que c'est qualifié, est-ce que c'est pas qualifié et est-ce que du coup ça passe en transaction ou pas. Mais donc ça se gère bien au niveau du contact. Et on a une autre question. Comment faire pour remettre à zéro les critères comportementaux, donc juste comportementaux, en ajoutant un score négatif par-dessus? Donc là, on est dans des sujets lead scoring et workflow. Je réfléchis. Il faudrait passer par un workflow, ça c'est sûr et certain, avec une branche si alors. Pour remettre à zéro tous les critères comportementaux, il faudrait spalucher tous les critères comportementaux. Donc, ça peut être assez fastidieux au paramétrage, mais c'est réalisable dans ce cadre-là. Et pour y ajouter un score négatif, on pourrait le faire par-dessus. Techniquement, encore une fois, c'est possible. Je me pose la question de l'intérêt, mais j'imagine que Nicolas, si tu poses la question, c'est que toi, tu en as un par rapport à ton métier, ton activité, tes enjeux. Mais en tout cas, c'est réalisable. Branche Ivzen avec les workflows. Faudrait creuser peut-être un petit peu plus. On pourrait échanger ensemble si tu veux. Et ben, je pense qu'on est pas mal. Dans tous les cas, des questions, à mon avis, vous en allez avoir plein après coup. Et c'est normal parce que le sujet, il est assez important, structurel, et il y a plein de possibilités, surtout si on coupe le workflow à côté. Donc voilà, ce qu'on vous propose avec Clémence, n'hésitez pas à venir vers nous. On va vous envoyer un mail de suivi avec tout l'ensemble des ressources. Répondez-y et avec grand plaisir. On est des passionnés de HubSpot. C'est des sujets qui concernent toutes nos entreprises. Donc, on répondra à vos questions additionnelles sans encombre. Vous pouvez aussi nous contacter, bien sûr, sur LinkedIn si c'est plus facile pour vous. Exactement. Voilà, bah merci à toutes et tous pour votre vive participation du jour. C'était un bon moment et on se retrouve bientôt pour un prochain webinaire Make the Grade. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt.